Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe de RLM revient sur le nouvel Apple TV que vaut la petite boîte noire de la pomme qui gagne un App Store et Siri. Peut-elle prétendre matérialiser le futur de la télévision? Peut-elle rivaliser sur le marché des consoles de jeux? Débat, bonjour à tous, soyez bienvenus dans RLM alias On refait le max. Bienvenue dans le studio Dailymotion ici qui nous accueille chaque semaine et nous diffuse en exclusivité dès le vendredi. Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton suivre, vous serez prévenu en temps réel dès la publication d'une nouvelle émission. Avec moi en plateau cette semaine pour débattre de l'Apple TV, Paul Rony est absent, il doit s'occuper de temps en temps de ses études, mais il est remplacé avantageusement par Fanny Bouton. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Alors Fanny Bouton, qui est la spécialiste de l'émission des jeux vidéo, mais qui collabore également pour le magazine H+, pour l'actu techno, et la Fanny c'est parti. Exactement, et bientôt une nouvelle Fanny c'est parti. Oui, on en parlera en fin d'émission. Fanny, vous le savez, c'est la vigie des réseaux sociaux, c'est elle qui va collecter vos questions sur Internet. Il y a beaucoup de questions autour de l'Apple TV ce soir et des jeux vidéo notamment. Exactement, il y en a pas mal, ça va voir, c'est très intéressant. J'espère qu'on aura le temps d'en poser plusieurs ce coup-ci. Bien, on retrouve également un chroniqueur historique de cette émission, un vieil habitué de l'Apple TV. Il s'agit de Rodrigo Sepulveda-Schultz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo, comment ça va? Oui, bonjour, vous voyez, je l'ai un petit peu de côté et je vais tousser pendant l'émission. Bon, on va se soigner. On a en effet, j'ai l'Apple TV 1, l'Apple TV 2, l'Apple TV 3, et ce soir, on va parler de la 4. Oui, enfin, j'espère qu'on va en parler, et surtout si la bande passante du côté du Marais à Paris marche un petit mieux que d'habitude. En duplex également, notre historique de refait le mac. Il s'agit de Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple, qui avance, comme on dit, à visage très masqué ce soir. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, visage ridicule surtout. Écoute, c'est une belle journée, on va parler de l'Apple TV 4, et puis Philips vient d'annoncer une mise à jour de son pont Philips Hue, tu sais qui... c'est ces deux marottes, il y a deux marottes en ce moment, c'est l'Apple TV et les lampes Hue de Philips. Et tu sais quoi? Ce nouveau pont Philips Hue, d'abord les possesseurs de l'ancien pont pourront le toucher à moins de 35%, donc ça c'est sympa, et il supporte Apple HomeKit, et on pourra commander ses ampoules Philips avec son iPhone et directement Siri, et pourquoi pas avec la télécommande de l'Apple TV. Je l'ai commandé, je suis comme un fou. Oui, parce qu'il a aussi commandé l'Apple TV, donc il pourra nous dire, il a essayé pendant ces derniers jours, ce qu'il en pense. Ce soir, pour parler de l'Apple TV, c'est une console qui, du moins Apple veut la positionner sur le créneau du futur de la télé, mais c'est aussi une console de jeux. On a demandé à un spécialiste, un grand spécialiste des jeux vidéo qui collabore depuis des années avec notre ami Cédric Ingrand sur LCI et plein d'écran. Il s'agit de Guillaume Delalande de la chaîne Info. Bonjour Guillaume. Bonjour, bonsoir, salut Olivier, salut Fanny. Ça fait plaisir de te voir dans l'émission. Je suis totalement en symbiose avec Rodrigo parce que moi aussi j'ai de la crème, mais ça va aller. Oui. Puis, mais moi, tu me dis pas bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde aussi. Oui, il est de mauvaise humeur ce soir, Rodrigo, méfie-toi. Donc je suis très impatient d'acheter le nouveau pont. Bon, très bien. Et enfin, le meilleur pour la fin, l'un des spécialistes les plus pointus des jeux vidéo en France, n'ayons pas peur des mots. Il s'agit bien sûr de Julien Tellouk de Gamoine et de Fun Radio. Bonjour Julien. Salut tout le monde. Ça va bien? Merci de m'inviter dans cette émission. C'est un plaisir. Ça fait des années qu'on en discute ensemble. C'est l'occasion ce soir. On n'a pas l'occasion souvent de parler de jeux vidéo. Là, Apple nous permet d'aborder ce sujet. L'Apple TV, les jeux vidéo, on en parlera longuement ce soir. Mais on va commencer par vous présenter, si vous êtes d'accord, l'Apple TV, le boîtier en lui-même. Alors, le nouvel Apple TV, en termes de design, regardez, on l'a posé ici à côté de ce magnifique écran en smart. Une nouvelle interface, c'est clair, mais surtout un nouveau design. Le boîtier n'a pas vraiment changé. Il a pris du poids. Il est plus épais qu'auparavant. Regardez à gauche, vous avez l'ancienne version et à droite, la nouvelle. Monsieur X, comment expliquer quand on connaît le souci du détail des designers d'Apple, qu'après 5 ans de genèse, n'ayant pas peur des mots, et l'obsession de finesse des designers d'Apple, ils aient accouché d'un produit aussi très proche de l'ancienne génération, et moins bien parce qu'il est plus épais. Je crois que sur les boîtiers qui accompagne, enfin, on va dire l'univers d'Apple aujourd'hui, l'AirPort Extreme et puis l'Apple TV. Il y a une forme qui a été adoptée il y a quelques années, qui est
en colonnade, d'une section carrée avec des coins ronds. Ils veulent pas en changer. Ils changent pas leur design produit tous les 4 matins. Après, la prime en épaisseur. Bon, mon hypothèse, elle est assez simple, c'est que le processeur qui est différent, qui est nouveau, c'est un A8, doit chauffer un peu plus, donc ils ont besoin d'un peu plus d'espace. Ça doit être aussi bête que ça. Ouais. Alors, on a l'impression que la genèse du produit remonte à plusieurs années, que c'est une simple évolution de l'Apple TV ultra fin tel qu'on l'a connu par la suite, celui qui est posé à droite. Alors là, ce qu'on voit derrière moi, c'est l'Apple TV de première génération, mais il y a eu une version après qui est apparue. Il y a eu, Rodrigo, de nombreuses rumeurs autour de la télé d'Apple, et puis elle n'est jamais arrivée. Est-ce que quelque part, et c'est l'impression que l'on a, et beaucoup d'observateurs arrivent à cette analyse-là, que ce produit, tel qu'il est aujourd'hui figé en termes de design, il a été conçu il y a quelques années, et puis Apple a été relancé un peu en urgence, puisque le projet du poste, du téléviseur en lui-même, a été annulé. Je reprends un commentaire qu'avait fait Cédric il y a très longtemps, qui était qu'aujourd'hui, les Chinois ont pris la place des Coréens, qui déjà eux-mêmes avaient pris la place des Japonais sur les dalles, sur la fabrication des dalles. C'est un marché qui a été divisé par 2/3 en 10 ans. Donc la valeur des ordinateurs, des dalles, a été énormément réduite. Donc c'est pas forcément un marché très intéressant pour aller fabriquer des dalles en compact ou avec de la valeur ajoutée juste esthétique autour de la dalle. En revanche, mettre de l'intelligence dans les télés qui existent déjà, que l'on ne change pas forcément aussi souvent que l'on souhaiterait, donc tu as un cycle de peut-être 4 à 7 ans, c'est plus intéressant d'aller le faire avec un petit boîtier qui se connecte derrière. Concrètement, Monsieur X, vous qui avez installé très récemment l'Apple TV, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien modèle qui était plus fin? Est-ce que Apple a amélioré, je dirais, la connectivité de son Apple TV, Monsieur X? Bah écoute, rien ne change ou tout change. Non, ça c'est le slogan de l'iPhone. Non, la grosse différence hormis la taille, c'est qu'on a perdu en face arrière un connecteur qui était le connecteur optique de sortie optique. Donc ça a intéressé certaines personnes pour réinjecter dans leur système audio. Ça, on l'a perdu. Pour le reste, on a toujours du courant, des HDMI, et ce sont les deux seules choses dont tu as besoin aujourd'hui, vu les services que propose l'Apple TV. Ouais. Sauf erreur, Monsieur X, le connecteur optique aujourd'hui est très bien pour faire passer 2 voix en HD, mais n'est pas suffisant pour faire passer en termes de débit plus, en particulier le cinéma. Et dans ce cas-là, il vaut mieux passer par une connectique HDMI qui supporte le débit nécessaire. Ouais, donc pour les feuilles de home cinéma et de son comme tu l'es, c'est pas du tout un handicap qu'il n'y ait pas de... si on veut écouter un film en Dolby ou en DTS, si ça existe sur l'Apple TV, ce qui est pas gagné, il vaut mieux de l'HDMI concrètement. Mais encore faut-il que ton ampli ait une entrée HDMI, hein, Rodrigo. Ah oui, ça ne passe pas. Ouais, d'accord. Ça ne passe pas en connexion optique, mais de toute façon, c'est pas très grave. L'HDMI est digital aussi. Ouais. On va se tourner peut-être vers les férus de l'équipe des jeux vidéo du côté de Julien Guillaume. Le fait, par exemple, que la sortie HDMI ne soit pas 4K, c'est le premier critère pour rester dans le domaine de la télé qui a été pointé du doigt envers l'Apple TV. Qu'est-ce que ça vous inspire? Du côté des jeux vidéo, la 4K, c'est déjà une réalité? Peut-être on va commencer avec Guillaume. Tiens. Pour l'instant, les consoles de jeux, non, ne sortent pas de la 4K. La PlayStation 4, théoriquement, peut le faire, mais c'était bien la seule. Et derrière, les jeux qui sortent, pour l'instant, sont en Full HD, et c'est déjà très bien comme ça. Sur la suite, oui, peut-être que ça va forcément évoluer vers encore plus de précision graphique, mais là, pour l'instant, c'est pas un critère déterminant de choix au niveau du jeu vidéo. Julien, Apple positionne l'Apple TV comme le futur de la télé. Le fait qu'il ne soit pas 4K, on sait que Netflix va produire et commence à diffuser des solutions en 4K. Est-ce que ça te semble déjà un produit un petit peu du passé et non pas du futur? Même si ça reste une technologie présente, ça reste un peu le futur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est équipé en 4K. PS4, Xbox One, vous n'avez pas de jeu en 4K. Le 4K aujourd'hui, c'est le monde du PC dans le monde du jeu vidéo. Après, oui, Netflix, il y aura possibilité d'avoir de la 4K, mais c'est pas tout le monde qui est équipé aujourd'hui en 4K. Donc, je pense que la 4K, ça arrivera peut-être dans une prochaine version de l'Apple TV, mais pour cette version-là, ils essayent de cibler le maximum de gens équipés avec des télé Full HD pour le moment. Par rapport à la 4K de Netflix, il faut quand même avoir une sacrée connexion Internet derrière pour que ça passe. Ouais, et c'est pas gagné, tout le monde, et notamment aux États-Unis, c'est compliqué. Ouais, en gros, il faut plutôt la fibre, si j'ai bien compris, pour bénéficier véritablement de la 4K. Clairement. Et du côté de Rodrigo, vu la qualité de sa connexion, c'est pas gagné. Oui, Rodrigo, de ton côté. Mais c'est pas de sa faute. Hein. Il faut prendre en compte aussi le fait qu'il y a très très peu de sources 4K, donc on tourne essentiellement en source HD,
ou DVD qui sont inférieurs à la source HD. Ouais. Et quand tu mets des choses qui pensent sur 400 lignes environ, 430 lignes, que tu les étires sur 1000 lignes, il y a un effet escalier sur l'image qui est très très laid. D'accord. Donc les amplificateurs audio-vidéo, aujourd'hui, ont des puces qui permettent de lisser cet effet escalier pour afficher sur une télé Full HD des sources, par exemple les DVD, sans que ce soit trop laid. Cet effet-là est accentué sur le télé 4K. Si tu mets un DVD ou un Blu-ray, eh ben, on va faire x4. Donc, il manque 3 informations sur 4 à afficher à l'écran. Il ne faut pas qu'on regarde ce soir, on refait le max sur une télé 4K, parce que toi, tu pixelises déjà en Full HD, alors imagine en 4K. Bon, on va y arriver à convaincre Orange d'installer la fibre, on y travaille. Tu parlais de puce, regardez, il y en a une derrière moi. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot de l'Apple TV? Justement, c'est la puce A8. La puce A8, c'est la puce qui explique sans doute l'embonpoint, Monsieur X le disait, car elle est beaucoup plus puissante que la vieille puce A5 d'il y a 5 ans qui équipait le premier Apple TV. En plus, c'est une puce 64 bits double cœur. Concrètement, Monsieur X, ça vous semble vraiment un réel progrès par rapport à l'ancienne génération de l'Apple TV en termes de réactivité, vous qui l'avez installée, cette puce A8? Ah oui, complètement. Et puis, il me revient à l'esprit au niveau de la taille qu'on a du stockage, là, Olivier, maintenant, avec l'Apple TV 4, 32 Go ou 64 Go. Donc ça peut expliquer aussi un petit peu l'embonpoint qu'a pris l'Apple TV. Oui, cette puce, elle est plus rapide. Et d'aucuns développeurs en plus en termes de ce que ça rend à l'écran, notamment sur les résolutions proposées aujourd'hui et la vidéo. Cet Apple TV 4, on l'aurait sur le coude. C'est-à-dire que quand on regarde le SDK qui vient avec WatchOS tel qu'il est livré, cet Apple TV pourrait faire plus. Donc, je pense que ce processeur et la conception, on a sous le coude. Et tous les médias, soit vendus par Apple sur l'Apple TV, soit que vous pouvez injecter vous-même, sont très fluides, que ce soit de la vidéo. Ouais. Ce qui est très agréable, Monsieur X, pour l'avoir longuement essayé ces derniers jours, c'est également la nouvelle puce Wi-Fi en AC. Si vous avez une dernière génération de bande Wi-Fi, ça va très vite. D'autant plus que le réseau filaire, lui, il est resté figé en Ethernet. C'est pas le gigabit, donc le Wi-Fi, n'hésitez pas à l'utiliser cette fois-ci si vous avez une borne AC. Du côté de Guillaume ou de Julien, une puce A8 qui est réservée à l'iPhone 6, c'est pas le 6S, donc l'iPhone d'avant-dernière génération, ça vous semble pas sous-dimensionné, franchement, pour une console de jeu, puisque c'est aussi aujourd'hui le nouvel usage de cet Apple TV. Julien, peut-être. Alors c'est un nouvel usage, mais c'est pas une console de jeu. Attention, c'est un appareil multimédia. Une console de jeu, en général, c'est livré avec une manette et c'est à destination principale du jeu. Aujourd'hui, l'Apple TV, c'est multimédia. Vous allez pouvoir mater des vidéos, écouter votre musique et en plus, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais c'est livré avec la télécommande et tous les jeux, ils sont pensés pour être joués avec la télécommande et pas avec une vraie manette de jeu vidéo. Donc attention, pour moi, c'est pas une console de jeu. C'est un appareil qui va servir à jouer, un usage, une option, on va dire, sur la machine. D'accord. Mais c'est pas forcément une console de jeu pour moi. La Freebox avait déjà commencé en donnant un pad sur la dernière version de la Révolution. Et on le voit d'ailleurs, c'est pas des jeux très très évolués qui sont disponibles sur la Freebox. Donc on peut vraiment pas comparer l'Apple TV à une console de jeu qui est vraiment faite et pensée. L'architecture, que ce soit les composants, la mémoire, les manettes, l'interface, tout est pensé pour le jeu. On peut peut-être plus la rapprocher par contre des micro-consoles qui ont déjà essayé de se faire une place sur le marché, comme la Ouya qui fait un four phénoménal. Donc de fait, c'est pas très motivant si on considère juste l'Apple TV comme une console de jeu. Il faut la prendre vraiment dans son ensemble comme une machine multimédia qui sait aussi faire du jeu à côté, mais ce n'est pas une console de jeu en tant que telle. Après, au niveau technologique, que ce soit pour la 4K ou au niveau du processeur, c'est pas très important parce qu'on le sait, c'est l'expérience utilisateur qui va faire la différence. Apple l'a très bien fait avec ses produits jusqu'à maintenant. Nintendo l'avait fait à l'époque avec la 3DS et la Wii. Je vous rappelle que la 3DS est en concurrence avec la PSP qui était plus évoluée au niveau technologique, mais l'expérience utilisateur sur 3DS était tellement meilleure qu'au final, c'est la 3DS qui a remporté ce marché des jeux sur console portable. C'est la DS, contre la PSP et après la 3DS face à la PS Vita. Pareil pour l'iPhone. Je vous rappelle que l'iPhone, à la base, quand il sort, il n'y a pas la 3G, on peut pas envoyer des MMS, il n'y a pas d'application dessus. Et vous avez des géants comme Nokia qui proposaient toutes ces options. Donc, l'expérience utilisateur va faire la différence
en dehors de la technologie comme la 4K ou le processeur. On aura l'occasion de revenir sur le sujet de la console de jeu parce que ça va être vraiment une grosse partie de l'émission, mais terminons sur le côté télé. Et pour clôturer peut-être une petite réflexion sur le côté console, tout dépend de ce qu'on appelle console de jeu. Si c'est une console de salon, effectivement, elle n'en a pas l'allure ni les caractéristiques techniques, mais peut-être qu'Apple essaie de proposer une alternative et une nouvelle famille de consoles de salon qui s'adresse à un public différent, mais n'allons pas trop vite. Fanny vous l'a montré, la nouvelle télécommande de l'Apple TV, c'est la principale nouveauté qui est vraiment marquante. Elle n'a plus du tout rien à voir avec l'ancienne génération. L'ancienne génération est une petite télécommande avec des boutons. Celle-ci dispose d'une zone tactile. Elle est Bluetooth, sans fil, pas besoin de la mettre face au téléviseur. Elle fonctionne assez loin et surtout, on peut même mettre l'Apple TV dans un meuble. Monsieur X, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà en termes d'ergonomie? Est-ce qu'il a fallu un apprentissage, ne fût-ce que pour naviguer au quotidien dans l'interface de l'Apple TV? Le trackpad, par exemple, qui est au sommet. Ouais, le gros plus, comme tu dis, Olivier, c'est que c'est réactif. Et donc, il y a quand même un confort d'utilisation pour moi qui n'a rien à voir avec les télécommandes des générations précédentes. Ouais. Après, la partie tactile, comme pour tous les produits tactiles, Apple ou autre, il y a un petit temps d'apprentissage. Tu sais, moi, je suis encore en train d'apprendre le 3D Touch sur mon iPhone 6 Plus. Là aussi, il va falloir un petit peu de temps. C'est ce qu'on appelle un early adapter. Et quand on parle de jeux, vraisemblablement, moi je ne l'utiliserai pas beaucoup pour les jeux. Il existe des manettes, des vraies manettes de jeu, qui ressemblent à s'y méprendre à des manettes de Xbox par exemple, de chez SteelSeries. Moi j'en ai commandé une et c'est avec ça que je vais jouer. Et pas tant avec le pad ou la remote fournie par Apple, mais qui va me servir simplement. Les jeux vont être créés pour ces manettes. Alors, concrètement, parce que spécifiquement créés pour ces manettes, ou plutôt qui peut le moins peut le plus. À savoir que, si j'ai bien compris, un développeur peut développer un jeu complètement pour une manette type Xbox. Excusez mon langage un peu béotien. En revanche, le jeu devra quand même supporter comme méthode d'interface la manette. Donc ça peut sans doute un petit peu limiter les créateurs de jeux. C'est même complètement, ça va les limiter. Oui, c'est ça le problème. Parce qu'ils ne pourront pas utiliser à pleine fonction tous les boutons d'une manette standard. Après, reste qu'avec une manette, on a plus de réflexes, plus d'habitude, parce qu'on a tous joué avec ces manettes depuis très très longtemps. Donc c'est plus naturel comme adoption pour les jeux. Brièvement, pour conclure sur le côté interface pure, télécommande, une télécommande de télévision, une télécommande de multimédia, savoir si elle vaut vraiment le coup et si Apple a trouvé la Magic Touch. On cherche une valeur ajoutée comme un produit. Quelle est la valeur ajoutée de l'Apple TV par rapport aux autres solutions multimédia? J'en ai quelques-unes ici. Regardez ici, j'ai la Roku notamment, qui est le grand concurrent d'Apple aux États-Unis et qui reprend à peu près le même form factor. Regardez la télécommande de Roku, c'est quand même assez classique. Ah oui. Et regardez celle d'Apple. Il y a deux zones tactiles, je la remontre à nouveau, c'est avec des touches. Bon, par contre, ils annoncent la couleur. Regardez ici le petit logo Netflix. On sait vers quoi ils veulent vous amener. C'est avant tout une plateforme pour regarder Netflix. Quelle est la fonction qui tue de cette Apple TV et de cette remote control? Est-ce que c'est pas ce qu'on attendait depuis des années sur la télé d'Apple dont nous parlait souvent Cédric dans cette émission, la télévision, pas l'Apple TV? Siri, est-ce que c'est pas ça la fonction qui tue? Est-ce qu'elle a été convaincue? On y est arrivé. Alors, je ne sais pas si c'est la fonction qui tue, mais oui, effectivement, moi, ce que je préfère, c'est l'intégration de Siri. Parce que Siri, en général, a vachement progressé, donc fait beaucoup moins d'erreurs. Une fois de plus, c'est vrai sur l'Apple TV, mais c'est vrai aussi sur les autres produits d'Apple. Et puis, c'est vachement agréable. Alors, il faut faire des opérations... si ce n'est simple, en tous les cas, délier les uns à la suite des autres. Enfin, tu ne peux pas jeter 15 ordres comme ça, et puis l'Apple TV... monsieur, je te propose qu'on va faire une petite démo ici, en plateau. Alors, oui. Donc, on a communiqué sur l'Apple TV. Regardez la nouvelle interface de l'Apple TV. On va donc utiliser la fonction Siri. Je vais donc parler à ma télécommande. Je suis donc pas fou complètement. Fanny, tu veux regarder quelque chose? Retour vers le futur, c'est possible. On veut regarder Retour vers le futur. Voilà, j'ai trouvé plusieurs correspondances pour Retour vers le futur. Vous voyez, c'est assez fluide. On va faire OK avec le trackpad tactile. Et là, il m'amène où, le pépère?
Donc j'ai la possibilité, regardez, de l'ouvrir. J'imagine que c'est une lecture dans Netflix, car on est abonné à Netflix naturellement, ou sur iTunes. Et si j'appuie sur lecture, et là évidemment, on va nous refuser les droits de diffusion de cette émission si je lance la vidéo. Je vais couper. Je suis donc dans Retour à le futur. Donc vous avez vu que ça marche assez bien. Si je fais par exemple, regardez, alors, on est en train de peindre Rodrigo, mais il va rester avec nous. Reviens au début. Alors vous avez vu, c'est instantané. Ça marche bien. La vidéo est revenue au début, c'est très rapide. Là, on voit quand même le gain de la puce à 8 et j'appuie sur play et ça démarre. Hein, voilà, on va avancer un petit peu si vous êtes d'accord. Avance de 10 minutes. Ah, j'ai parlé un peu vite. Avance de 10 minutes. Boum. Voilà, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Alors, La balance des blancs. Alors, tu me disais en préparant cette émission, Julien, que la fonction d'assistant vocal, c'est pas nouveau, notamment dans le secteur des jeux vidéo. Hein. Ah bah oui, sur Xbox One, là, avec Kinect, on peut faire exactement la même chose. À peu de choses près au niveau des options. Après, moi, je pense que sur l'Apple TV, l'expérience utilisateur, elle est tellement agréable avec cette télécommande en main et ce pavé tactile qu'on peut cliquer et compagnie, que les gens vont peut-être pas forcément utiliser Siri, ils vont avoir le plaisir d'utiliser cette télécommande avec les mains. Ouais. Ah, sachant qu'on peut aller au-delà, et comme sur son iPhone, avoir d'autres services qui ne sont pas liés à la télévision, comme la météo ou voilà, des choses assez basiques comme ça. Ça va s'élargir, mais ça reste encore assez... enfin, l'éventail de fonctions est assez étroite. Est-ce que ce n'est pas un peu osé ce type de pari? Est-ce que c'est difficile de le réussir? Car lorsqu'on regarde un film, on peut être en famille, il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, et piloter un assistant vocal, ça peut être le bordel très rapidement. Guillaume. Exactement. Et c'est vrai que ça pose déjà des problèmes avec la Xbox quand on est autour de la télévision, parce que voilà, qui parle. Il y avait même, je me souviens au début, voilà, dans les publicités Xbox, où le mec dans la pub disait Xbox démarrait ou Xbox a éteigné, ça a éteigni les consoles, tout simplement. Donc de fait, ça peut poser quelques problèmes comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que parler dans une télécommande, dans un objet, ça paraît socialement moins fou et moins imbécile que de parler dans le vide à sa télévision. Donc il y a cet effet de rematérialisation qui peut être intéressant. Voilà, on a l'impression de parler dans un micro. Parler à sa télécommande, on l'avait déjà vu sur des télés comme chez LG ou même, je crois, Samsung. Et les télés connectées, à partir du moment où elles ont eu cette fonction connectée, ils ont vite mis des fonctions vocales qui ont été quand même assez vite abandonnées finalement, puisque je crois qu'on ne les a plus sur les derniers modèles. Oui, encore une fois, je suis pas fou, il y a Amazon qui fait la même chose. Oui, il y a l'ensemble pas mal de fabricants de téléviseurs qui s'y sont mis. Ça mérite une extension d'explication. Ouais. Amazon fait la même chose, vas-y. Avec le Fire TV, tu veux dire? Non, mais ils ont sorti aussi un petit boîtier avec une télécommande où tu as un assistant derrière qui te fait la recherche automatique sur le catalogue d'Amazon, pour le coup. Voilà. Alors, c'est pas petit, hein, c'est assez gros, c'est grand comme ça. Ah, tu veux dire l'assistant d'accord. Et c'est une interface vocale qui est tout le temps disponible. Aujourd'hui, pour parler à Amazon, pour recommander des choses ou voir des choses sur Amazon, mais qui pourrait être l'interface d'entrée à l'Internet. D'accord. Et plus je reviens un petit peu derrière. Si vous vous souvenez, les plus vieux d'entre vous, donc Guillaume et Fanny sont hors jeu. Il y avait à l'époque, pour se connecter à Internet, un modem. Il y avait 30 secondes entre le moment où on se disait je veux faire quelque chose et je veux me connecter. Et la grande différence qu'apportait la DSL, c'est de se dire qu'on est tout le temps connecté, ou le câble dans sa tapis. Non, mais j'ai connu le 26K, Rodrigo. Non, mais tu fais beaucoup plus jeune à la télé. C'est Rodrigo qui est très très vieux, mais il a oublié. Le fait qu'on soit toujours connecté à Internet, ça a développé énormément de services. Ici, ce qui est intéressant avec ce que fait Amazon avec Echo, ce que fait probablement Apple en ayant un micro dans le salon, c'est une interface supplémentaire plus naturelle qui permet d'interagir encore plus souvent avec l'Internet. Aujourd'hui, on le voit restreint comme interface à l'Apple TV pour voir des films. Demain, ça peut être l'interface pour autre chose. Et là, on l'a fait avec Amazon et probablement d'autres produits qui vont arriver sur le marché. Google en fera un, etc. Allez, on va parler brièvement de l'interface. Monsieur X, regardez, c'est la principale avancée graphique de cette Apple TV. L'interface, elle n'avait pas vraiment évolué franchement depuis l'introduction la dernière génération d'Apple TV, le petit boîtier noir en 2010 par Steve Jobs. Elle est beaucoup plus
claire, beaucoup plus lumineuse, elle est flat, comme le flat design d'iOS 7, iOS 8 et iOS 9. Et puis ce petit effet, regardez, je suis en train de le faire à l'écran, ce petit effet de parallaxe qui indique que je suis en train de sélectionner quelque chose, une application. Voilà, c'est mignon tout plein. Monsieur X, votre réaction? Alors, l'interface avant était bien moche. Elle était Là, basique. elle est acceptable, tu as tout à fait raison. Mais pour moi, elle conserve un gros défaut. Elle présente tout à plat, donc c'est une espèce de galerie d'icônes où les médias n'ont pas vraiment de hiérarchie, où tu vas avoir une icône pour accéder à ton Mac, par exemple, à distance, une icône pour accéder à des films. Donc ça reste assez compliqué, moi je trouve, in fine, parce que pas très hiérarchisé. Ouais. Pour boucler sur la discussion d'avant, Ouais. je pense que Siri a un gros avantage, et un usage évident, c'est la fonction de recherche, que ce soit des vidéos dans l'iTunes Store ou des fonctions dans cette interface qui pour moi a trop de choses, reste une galerie pas très hiérarchisée. Alors, mais regarde maintenant elle est belle, elle est agréable. Regarde Monsieur J'ai X. l'impression d'en avoir pour ton argent. Voilà, on s'est donné un corps, on a installé pas mal d'applications, donc c'est pas effectivement hiérarchisé, on peut pas hiérarchiser comme sur l'écran de son iPhone. Les applications, il y a une grille, et il faut descendre à l'infini. Tu vois, le jeu que tu as téléchargé, Crossy Roads, est représenté par un carré qui a la même valeur que l'application Canal Play. Donc, comment tu t'y retrouves là-dedans? Ouais. Tu t'y retrouves pas. C'est comme si tu mettais tout à plat sur ton bureau. À la fin, c'est le bordel. Ouais. Donc, heureusement qu'il y a Siri pour nous aider. Parce que la télécommande, c'est bien, mais c'est pas rapide. Et une fois de plus, je crois que c'est ça la grosse valeur ajoutée des moteurs de recherche intégrés dans les systèmes d'exploitation en général. Et puis, la version vocale des moteurs de recherche avec Siri. Et ça, je vois pas qui va craquer ce problème sur les interfaces télé. Moi, je vois sur ma télé Sony, il y a le même problème. Et tout est présenté sous forme de grille. Donc, il reste à inventer une interface qui soit meilleure. Bon, peut-être que si Siri est adopté par les gens, il n'y aura pas à inventer cette nouvelle interface. Et ça deviendra l'interface naturelle. Donc les deux sont liés pour moi intimement. Brièvement, Rodrigo, ton avis sur l'interface, elle est très lumineuse. On sait que les interfaces de home cinéma, notamment, toi qui aimes beaucoup ça, sont assez sombres. Par rapport à ce que tu as vu, notamment du côté des box ADSL, on en parlera en fin d'émission des box ADSL, est-ce que tu penses que l'Apple TV a une vraie valeur ajoutée aujourd'hui en termes d'ergonomie et en termes d'interface? Brièvement. Je vais me répéter, tu vas dire que je radote et que je vieillis. Oui. Non, tu ne vieillis pas. Mais vas-y. Radote, mais brièvement. Moi, je suis à fond partisan pour me donner le choix de l'interface que je veux mettre. Et les solutions free qu'il y avait dans le temps, les espèces de XBMC, te permettaient de skinner comme tu voulais ton interface. Alors, soit tu l'as fait chic et sombre, soit tu l'as fait super lumineuse, soit tu l'as fait mormone ou catholique ou juive ou protestante. Tu vois, Ouais, bon, je m'en fous un peu, en fait. pour une offre, oui, j'avais bien compris, mais pour une offre grand public, j'y crois beaucoup moins. Nous sommes arrivés à la moitié de cette émission. La revenue des questions de Fanny, on va aborder, je vous rassure, la question des jeux vidéo en détail dans toute la seconde partie de cette émission. Mais place d'abord aux questions de Fanny. Alors Fanny, quelles sont les questions ce soir du côté de Twitter? Alors écoute, la première, on me demande pourquoi les grandes chaînes françaises ne souhaitent pas transporter leurs applications sur l'App Store de l'Apple TV. C'est vrai que dans Apple TV, il y a TV. On peut vraiment dire, Monsieur X, qu'il y a beaucoup de choix aujourd'hui en termes d'applications de télé dans l'Apple TV. Et on va répondre ensuite à la question. Monsieur X? Non, il n'y a pas beaucoup de choix, mais rappelle-toi que le marché français est particulier avec la concurrence des box. Et puis, pour les gens comme Canal+, la concurrence qu'eux, ils mettent sur leur marché avec leur propre box. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incitation pour les chaînes à y aller. Bon, surtout qu'on sait que les modèles de rémunération proposés par Apple sont miséreux. Donc, j'ai peur qu'on en reste un peu là. Donc aujourd'hui, alors qu'aux États-Unis, on a HBO Showtime, en France, on a Arte et Canal Play. Donc, c'est pas forcément la même chose, même si l'offre de Canal Play je ne regarde que Arte, moi, Olivier. n'est pas désintéressante. Mais c'est vrai qu'on pourrait voir, on s'attendrait plutôt de la part du groupe Canal de voir arriver l'application MyCanal pour voir Canal en direct. Il n'y a pas d'application pour regarder l'émission en direct ou en replay. C'est vrai qu'il y a un marché aujourd'hui de deuxième décodeur de Canal que pourrait prendre Apple avec l'Apple TV. Et on comprend que Canal préfère plutôt pousser son propre Cube S qui se branche sur l'Ethernet. Il y a quand même Netflix, mais l'offre de manière générale est un peu faible. Et puis c'est vrai, tu l'as dit, Monsieur X, il faut savoir que les différentes chaînes, que ce soit par exemple France Télévisions
ou TF1 ou Canal, lorsqu'ils négocient avec les fournisseurs d'accès Internet qui proposent en France ces offres de replay, eh bien, les fournisseurs d'accès Internet mettent la main à la poche pour avoir accès au replay, ce qui n'est pas le cas d'Apple. Et ils préfèrent certainement vendre, et on les comprend, ce service aux fournisseurs ADSL plutôt que le fournir gratuitement à Apple. Il y avait une réflexion de quelqu'un, j'ai Et entendu. surtout, Olivier, Oui. je crois savoir que les audiences replay désormais comptent dans les audiences, en fait. Oui, le replay, effectivement, rentre dans les audiences. Ça devient de plus en plus important pour les chaînes de télé et c'est aussi un nouveau modèle de consommation. Et l'idée de l'Apple TV, c'est d'y répondre. Mais aujourd'hui, en France, c'est difficile. Elle est plus taillée pour le public américain. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il n'y a pas les box comme en France. Autre question, Fanny. Une deuxième question. Hormis des mini-jeux, je ne vois toujours pas ce qu'elle peut m'apporter de plus qu'une Chromecast à 35 €. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai que l'une des principales fonctions, Monsieur X ou Rodrigo, vous qui l'utilisez depuis longtemps, ou comme moi à la maison, moi j'utilise l'Apple TV comme outil de mirroring de mon iPhone, notamment avec l'application MyCanal pour balancer mon Grand Prix de Formule 1 sur ma télé plutôt que sur mon petit iPhone. C'est la fonction principale aujourd'hui mirroring, et il y a une alternative pas chère, ça s'appelle la Chromecast, Rodrigo. Effectivement, on s'inscrit dans un écosystème. Elle est pensée, conçue, développée, optimisée pour l'écosystème Apple. Donc en AirPlay, effectivement, maintenant tu peux balancer n'importe quel écran sur la télé, c'est assez pratique. Moi, mes utilisations habituelles, moi je regarde Bloomberg par exemple dessus, en application télé, en replay. Ah, c'est toi? Je regarde des podcasts dessus. Je regarde Netflix dessus. Ou alors avec mon lecteur DVD qui a aussi l'appli Netflix, c'est pas la même. Ouais. J'achète rarement de la série, du film ou de la musique dessus. Oui, le modèle d'Apple n'est plus J'utilise forcément un parfois la modèle fonction d'avenir, radio. Rodrigo. L'avenir d'Apple, le modèle d'Apple Voilà. de téléchargement de vidéos à l'achat ou en location, c'est plus forcément le modèle de l'avenir, c'est plutôt le streaming avec Netflix ou Canal Play, on est bien d'accord. Oui, non, mais on est bien d'accord. Donc moi j'utilise pour, donc, on va dire, en générique, pour les applications télé propriétaires, pour les agrégateurs de musique, agrégateurs de podcasts, du UGC, et pour regarder de temps en temps des photos et les téléviseurs d'écran. Ouais. Et la fonction, c'est tout. et la fonction mirroring, peut-être on va poser la question à Monsieur X. La fonction mirroring, c'est la fonction Mais c'est la même chose que je t'ai dit, je m'en sers parfois, mais c'est pas l'utilisation principale. Monsieur X, pour conclure, la fonction mirroring, c'est vrai que c'est une fonction star de l'Apple TV qui maintenant est reprise par toutes les petites solutions bien moins chères. Un Chromecast, ça vaut quelques dizaines d'euros. L'Apple TV aujourd'hui, l'entrée de gamme est à 80 € pour l'ancienne génération, 179 €, voire 239 € pour le haut de gamme. C'est cher payé pour une fonction de mirroring, on est bien d'accord. Brièvement, Monsieur X. Oui, Brièvement. mais c'est Rodrigo qui a raison. L'Apple TV, c'est un super produit si tu as déjà pas mal de produits Apple et ça complète ton écosystème. Ouais, bon, bref. Et ça le complète tellement harmonieusement que c'est le choix qui s'impose. Si t'es pas Apple, bon, bah, t'as plein d'autres solutions. Moi, ce que je trouve génial, c'est effectivement le mirroring et puis l'intégration avec des logiciels simples, hein, comme la partie photo. Moi, ma belle-mère, qui est, comme on dit, challengée par la technologie, elle arrive avec son iPhone 4 à la maison. On a son album de photos, l'Apple TV. Elle fait clic, AirPlay, mirroring, et elle monte des photos sur la télé. Elle ne se Formidable. souvient même plus de comment ça marche. Oui, Et ça, mais... c'est très, très, très sympa. Oui, c'est vrai que c'est Mais simple. il faut avoir un écosystème Apple. Voilà, tu l'as dit. Et je te voyais faire la moue, Fanny, c'est quand même très cher payé cette fonction-là. Et en plus, bizarrement, Apple ne l'a jamais mis en avant, cette fonction-là, en C'est termes cher de payé. Et puis publicité. avec les télés connectées maintenant, c'est tellement simple que C'est intégré. avoir le boîtier intégré, c'est la plupart du temps, tu peux balancer déjà en mirroring directement dans ta télé. Donc moi j'ai une Apple TV depuis 2 ans, mais je crois que je l'ai allumée une fois. Directement, excusez-moi, parce que moi j'ai déjà tout le mirroring dans ma Freebox. J'ai pas besoin d'un Chromecast ou d'une Apple TV pour faire du mirroring. Et c'est ça, t'as la box, Oui, dans mais la en Freebox, plus t'as la télé monsieur, connectée. Free, n'a pas de licence pour le faire. Oui, mais ça marche. Mais ça bah, ça marche. va. Oui, c'est dans la box, mais au-delà de ça, les télés connectées, elles n'ont même pas besoin de la box pour le coup. En termes tarifaires, Apple n'est pas forcément compétitif par rapport à la concurrence, notamment même la concurrence chinoise, sans forcément aller du côté du Chromecast. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Allez, on passe maintenant vraiment au cœur de l'émission, au sujet principal, à savoir l'Apple TV est-elle une véritable console de jeu? Selon les aficionados et les puristes, on a eu déjà un petit
petit élément de réponse. C'est pas la première fois qu'Apple se lance dans le secteur des jeux vidéo. Regardez, au milieu des années 90, Apple avait essayé d'innover en inventant une console de jeu avec un lecteur CD-ROM. C'était avant la PlayStation, c'était avant la Saturn de Sega. Et oui, moi aussi j'ai joué il y a quelques années. En même temps. Ouais, c'était avant, mais elle est sortie au moment où. En France. Voilà, la genèse a été très longue, mais et surtout à l'intérieur c'était un Mac. Et quand vous connaissez la Logitech, la ludothèque en termes de jeux de Mac, on comprend que cette console n'est pas forcément marché. Est-ce que vous pensez qu'Apple va faire mieux cette année? Ça va pas être difficile, croyez-moi. On sait qu'en tout cas Apple s'est bien rattrapé, Guillaume ou Julien, sur le secteur des consoles de jeux portables. L'iPhone, l'iPod Touch s'est imposé comme un vrai rival de la PS Vita ou de la console de Nintendo. Ah, l'iPad aussi. L'iPad aussi, le ouais. jeu mobile, de toute façon, c'est un secteur qui cartonne. On peut le voir avec notamment Activision Blizzard qui a racheté récemment King, le créateur de Candy Crush quand même. Tout le monde s'intéresse à ça parce que c'est un moyen de gagner énormément d'argent, de toucher un large public, aussi bien sur les appareils Apple que sur les appareils Android. Donc oui, on va dire c'est un nouveau point d'entrée pour faire jouer les gens aux jeux vidéo. Avec, on l'a vu sur les iPhones, les iPads, des nouveaux usages, des nouveaux types de jeux qu'on ne connaissait pas sur console ou sur ordinateur, avec tout ce qui est le retour des jeux d'énigmes, des point and click et compagnie, ou des jeux de run. Ouais. Alors, en clair, si je pense que Guillaume est d'accord. Guillaume, tu es d'accord pour toi? Alors pour vous, puristes des jeux vidéo, c'est pas ou hardcore gamer, dirons-nous, c'est pas une console de jeu de salon ordinaire, c'est plutôt une console de jeu de casual gaming, de monsieur et madame tout le monde, très grand public. Clairement, la télécommande gyroscopique, voilà, on voit qu'elle veut mirorer ce que faisait la télécommande de la Wii. Là-dessus, on pourra éventuellement retrouver des expériences à peu près similaires, à ceci près qu'à l'époque, la Wiimote avait quand même une boîte derrière. Donc, elle pouvait aussi être utilisée pour des jeux vidéo un peu plus complexes. Là, si on s'arrête juste à ce qu'on nous donne dans l'Apple TV, ce sera juste du simili-mouvement. Après, est-ce que l'intérêt de transporter les jeux mobiles sur la télé, je le cherche encore. Parce que franchement, voilà, ce sont des jeux mobiles qui ont été pensés pour le tactile. La télé n'est pas tactile pour le coup. Ça va changer, mine de rien, beaucoup de choses dans le rapport qu'on a au gameplay, dans le rapport qu'on a à ce qui se passe à l'écran aussi. Et même si tu mets une interface tactile au niveau de la télécommande, Guillaume, même si tu arrives à compenser ça par... T'as forcément pas le même rapport, parce que là, tu es plus dans un rapport sur un trackpad. T'es pas dans un rapport où tu vas cliquer directement sur l'élément que tu veux sélectionner. Ouais. Franchement, ça change tout. Je pense pas qu'on pourra facilement transférer tous les jeux qui ont été faits sur iOS dans la télé. Je pense que ce serait une erreur de penser ça. Qui plus est, il faut rappeler que Apple impose aux développeurs de rendre les jeux compatibles avec la télécommande. Par défaut. Donc là, ça veut dire que quoi qu'il arrive, par défaut, on va avoir des jeux qui, quoi qu'il arrive, sont pensés pour être joués avec la télécommande. C'est-à-dire là, on n'est pas dans une utilisation de gamer pur et dur, comme on peut le voir sur les PC, les consoles de jeux de salon et compagnie. Donc, bon, peut-être il y a des développeurs qui vont sortir un GTA qui va se jouer, on va dire, plus ou moins bien avec une sorte de télécommande. Et après, derrière, pour ceux qui veulent une expérience plus approfondie, ils vont pouvoir brancher la manette pour avoir une expérience un peu plus gamer core, on va dire. Parlons du GTA, juste par comparaison. Il y a eu un GTA sur iOS. Oui, sur iPad notamment. Andreas qui faisait 1,6 gigaoctets de taille. Je vous rappelle, la limite maximum des applications qu'on peut télécharger sur l'Apple TV, c'est 200 mégas. On va m'expliquer comment on fait pour télécharger des jeux. En fait, c'est pas le jeu qui est téléchargé, mais une partie du jeu. Le stockage est limité et on ne peut, pour une application qui est disponible dans le store d'Apple, ne télécharger que 200 mégas. Donc ça, c'est un vrai truc. Là, si tu veux, si je comprends bien, et vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, quand je télécharge un jeu, je télécharge que 200 mégas. Donc je vais télécharger un niveau. C'est ça, en fait, en gros, un niveau. Et si je passe au suivant, je vais télécharger le second niveau. Tu cherches la base, une espèce de base, et puis des ressources nécessaires pour tous les niveaux. Et après, tu vas charger le niveau auquel tu joues. Et puis tu vas conserver les sauvegardes et un certain nombre d'informations qui font que si tu es en train de faire le niveau 4, c'était 200 ou 300 mégas, et tu dis tiens, je vais recommencer une nouvelle partie et je vais refaire le niveau 1. Tu vas aller recharger au moment de pouvoir jouer avec le niveau 1. Le niveau 1, donc c'est ce que Apple appelle la découpe ou slicing en anglais. Ça peut être extrêmement fluide, extrêmement transparent
manière de développer et de distribuer les jeux, ça peut être aussi une très très grosse catastrophe. Si d'un côté, une connexion Internet qui n'est pas assez rapide, et deux, si les serveurs d'Apple ne sont pas bien dimensionnés. Ouais. Mais imaginons que tu aies une connexion Internet, on va dire, meilleure que celle de Rodrigo, du VDSL ou de la fibre, pourquoi pas, et que Apple C'est pas dur, mette à hein. disposition C'est de la vraiment bande pas passante sur le cloud. Ouais. Le slicing peut être une merveille, et le problème qui est soulevé, absolument pas un problème. La première qualité d'une console de jeu, si vous êtes d'accord, j'essaie de reprendre la main, hein, c'est quand même moi qui essaie d'animer mon gré malgré cette émission, ce sont les jeux. On va essayer de voir ensemble quels sont les jeux disponibles. Vous allez me dire, vous allez découvrir, c'est Fanny qui va jouer pour nous ce soir, si ça correspond véritablement au canon d'une console de jeu ou si au contraire ce sont des jeux plutôt casuels ou pour mobile. Et enfin, si le portage de l'écran tactile à la télécommande est plutôt réussi. On va faire tout de suite la démo avec Fanny. Alors Fanny, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme jeu? Qu'est-ce que tu as téléchargé du côté de l'Apple TV? Écoute, je te propose déjà Asphalt 8, qui est un jeu qui en plus est gratuit. Donc, Ouais. Donc c'est déjà agréable voilà. déjà d'avoir un jeu gratuit. Bon, c'est vrai qu'Asphalt 8 est aussi gratuit sur iPhone. Ça, c'est typiquement, comme le disait Guillaume tout à l'heure, un jeu qu'on retrouve sur la plupart des iPads ou des iPhones. Donc là, c'est pour configurer. Elle est perdue. Voilà. C'est pour configurer. Regarde dans le menu, ça va venir tout seul. Je précise qu'il est accessible gratuitement. En général, il n'y a jamais rien de gratuit Ouais, sur c'est du l'App Store. freemium. Attends. C'est du freemium. Voilà. Voilà. C'était intéressant. Quand c'est gratuit, en général, c'est que le produit, c'est vous. Voilà, et que généralement, si on veut passer au niveau supérieur et qu'on veut avoir les voitures les plus puissantes, les plus rapides, il faut mettre la main à la poche. Mais c'est quand même agréable de pouvoir jouer, commencer à jouer sans forcément investir plein de sous dans un gros Blu-ray, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est la magie de l'App Store. Regarde, la première dose est gratuite. Hein. La première dose est gratuite. Mais c'est ça qui a fait le succès des jeux sur mobile. Hein. Mais on regarde, comment ça marche, Fanny? Eh ben, écoute, ça va se piloter à la télécommande, a priori. Donc, A priori, c'est la télécommande qui se transforme en téléphone, en volant. Ça nous rappelle. alors attends, tu ça as pris la commence bien. J'ai télécommande pas à à l'envers, tu vois, l'envers. ça commence bien. Non, t'es sûr? Ouais, c'est bon, regarde. T'as ton permis, Fanny? Attends. Non, elle n'a pas son permis. En vrai, si, attends. Allez, viens. On me laisse même conduire des Tesla, donc c'est pour te Mets dire. le turbo pour rattraper tout ce Attends, moment. elles Là, sont- il y a elles sont parties, quelques regarde, passages. allez. Déjà, Shortcut. graphiquement, C'est pas mal, c'est plutôt joli. C'est plutôt C'est pas assez mal. honnête quand même. C'est assez honnête. Bon, Asphalt, tu le retrouves aussi sur certaines box ADSL, hein, aussi gratuitement. Donc en France, il faudra voir si le portage est aussi réussi. Mais en tout cas, il faut que tu freines de temps en temps. Tu freines comment? Tu m'as pas Il y dit. a un seul bouton, Non, c'est le c'est- trackpad. Non, il n'y a pas plein de boutons. Attends. Non, le c'est ça le trackpad, problème. le trackpad. Appuie sur le trackpad, voilà, ça freine, tu vois. Ah oui, super, regarde. De toute beauté. Voilà. Bon, en termes graphiques, c'est pas mal. On va peut-être passer à un autre jeu, vas-y. Voilà. Appuie sur menu. Et peut-être un jeu qui est vraiment. Voilà, on voit bien que. Ah mais non, tu vois, il veut pas. Alors, Menu, tout pas J'ai fait- menu. regarde, Encore, menu, non deux fois. deux fois, regarde, Ah bah, deux fois. Ça revient à la cour. Qu'est-ce que c'est que ce texte? Tu vois, tu dis n'importe Voilà, quoi. c'est là. Voilà, en fait, c'est le deuxième bouton. Alors, est-ce qu'il y a véritablement des jeux stars, des jeux qui sont réservés à l'Apple TV aujourd'hui? Ça, c'est des jeux qu'on retrouve partout. Je crois Alors- qu'il y a deux jeux qui sont plutôt taillés sur l'Apple TV, qui sont un peu plus chers, qui sont vendus ceux-là, par contre. Voilà, donc on a Beat Sport qui est ici, et puis Manticore, Rising. Je crois que c'est une dizaine d'euros. Hein. Alors, Beatsport, Beat Sport, non, oui, 9,90 € sur l'App Store. Allons-y. J'ai joué un Allez. petit peu avant. Alors, Pas moi. Tu parlais, Guillaume, de la similitude du concept avec, C'est Wii Sports, ça. avec Nintendo. Ça nous rappelle vraiment Wii Sport. Hein. Allons-y. Alors, ça rappelle, mais attention, c'est pas Wii Sport parce que c'est fait par Harmonix. Je Ouais. rappelle qu'Harmonix, c'était les créateurs de Guitar Hero, ils ont fait Rock Band par la suite. Prends le premier. Et c'est une sorte de Ouais. Wii Sport, mais avec une notion musicale quand même. Alors, essaye de ne pas envoyer la télécommande via l'écran. je peux pas casser l'écran, Parce t'es que, sûr? voilà, là, il va falloir que Il y a des précédents comme ça. là, tu agites un peu les bras. Dans la Allons-y. tête de l'animateur, attends. Alors là, il faut rattraper la balle au bon. Attends, je suis dans le Très bon sens. inquiet. Est-ce qu'elle est dans le bon sens, la télécommande, ce coup-ci? Oui. Bon, on va voir, écoute. Voilà, bah, C'est pas grave. Presque. Attends, regarde, je l'ai renvoyé quand même. presque. Allons-y. Ouais, pas mal. Trop tôt, dit-il. Donc là, ça nous rappelle, Guillaume, Julien, véritablement la console Nintendo, la Wii. Hein. Ah bah là, oui, carrément, là, oui. Ah bah ça rappelle la Wii, Mais- carrément. Par contre, ça fait une toute petite manette. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune précision et que c'est juste le fait de bouger. Oui. Tu ne ferais même pas le geste, tu secouerais ta télécommande, tu sais Oui, que ça c'est ça, marcherait attends. aussi. Après, attention, Guillaume, avec la Wii, on s'est énormément amusé. Je ne dis pas le contraire, mais c'était dans l'illusion C'est ça, regarde, du tu vois, tu contrôle. fais. Il faut quand même bien se le rappeler. Dès le lendemain de la keynote où vous avez présenté l'Apple TV,
moi j'étais allé sur le site officiel d'Apple et j'avais vu tout simplement cette fameuse télécommande avec une main qui la tenait. J'avais l'impression de voir les publicités de la Wii avec la première Wiimote avec la fameuse Dragon, ça ressemblait vraiment. Ouais, Après, le premier abord, qu'est-ce qu'on voit là? glisse avec le pouce. Au final, Olivier, on rejoint assez. Ouais. Et au-delà juste des grandes licences de Nintendo qui ont pu être développées sur la Wii, l'utilisation de la Wii, ça a plutôt été les athlètes de la console qu'on sortait pour faire un mini-jeu entre amis en soirée. Voilà, c'était plus le gadget que voilà, la console où on... Voilà, Je progresse. on a perdu Fanny là, elle est concentrée Non, sur son attends. jeu. Tu veux pas nous montrer un peu autre Après, chose? Olivier, Ouais. en fait, Ouais. ce qu'on peut voir avec ces jeux qu'on est en train de voir, en fait, c'est que le point d'entrée, ça va être le non-joueur de jeux vidéo ou le joueur de jeux vidéo occasionnel, on va dire. Par exemple, ma mère qui joue à Candy Crush sur son smartphone, elle va rentrer à la maison et peut-être elle va vouloir se faire une expérience Candy Crush ou jeu très casual gamer sur sa télé, ça peut être sympa. Alors, est-ce que ça, c'est du casual ou c'est du hardcore? Galaxy on Fire. Vous avez Est-ce que peut-être un c'est... gamin de 10 ans, il emprunte le smartphone de son père pour jouer à Clash of Clans. Si demain il a la même expérience de jeu sans squatter le téléphone de son père ou de sa mère pour pouvoir jouer sur la télévision, Ça, je suis d'accord. Donc en clair, l'idée d'Apple, la stratégie, si je comprends bien, c'est de dire vous êtes accro aux jeux mobiles, vous jouez en déplacement dans votre chambre ou avec les téléphones de vos parents, et quand vous rentrez à la maison, vous basculez sur le même jeu, vous le finissez la partie sur l'écran du salon. C'est un peu l'idée. Hein. Voilà. Idéalement, ça serait bien d'avoir des apps universelles qu'on achète une fois sur son smartphone et on a la même version pour l'iPad et pour l'Apple TV. Ouais. Ce serait idéal. Après, je pense que voilà, c'est le début avec plein de jeux casual et par la suite, pour ceux qui voudront approfondir l'expérience de jeu, ils auront ces fameuses manettes. Alors, ils ont montré à la conférence la manette SteelSeries, mais il y en a plein qui sont compatibles. Et là, on pourra peut-être avoir des expériences de jeu un peu plus approfondies. Peut-être ils vont ouvrir les vannes pour faire des jeux qui sont de plus de 200 mégaoctets pour pouvoir faire des gros jeux. Et voilà, la référence c'est un GTA. On pourrait avoir un GTA San Andreas jouable avec sa manette, avec la même expérience de jeu qu'on a sur une console de salon. C'est pas inintéressant, mais on va voir après. Il reste l'équation prix de la console, mais on n'y est pas encore. Alors regardez un petit peu les graphismes. Ce qu'est en train de faire Fanny avec Galaxy on Fire. Qu'est-ce que vous en pensez en termes d'expérience graphique ici sur un écran quand même de 80 pouces? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de retour son plateau? Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez graphiquement? C'est une puce de téléphone portable, hein, je vous le rappelle. Alors, j'en pense que j'ai vécu la même expérience de jeu à l'E3 avec un jeu similaire et directement avec un câble qu'on branchait à la télévision avec un iPhone ou un iPad. Ouais, mais bon, il faut quand même brancher un iPhone et un iPad et c'est pas forcément le même prix, hein, on est bien d'accord. Faut brancher le téléphone à... C'est pas le même prix, mais enfin, bon, aujourd'hui, t'es équipé. On va dire tout à l'heure, on a dit que l'Apple TV, c'était idéal pour ceux qui étaient dans l'écosystème Apple avec leur iPhone, leur iPad. Imagine la même chose. Ah, mais Déjà ton iPhone. Pas tous les membres de la famille ont un iPhone, Julien. Pas tous les membres de la famille ont un iPhone, l'idée c'est ça. D'avoir tout l'écosystème, t'as les moyens d'avoir une console de jeu aussi. Alors. Bon, d'accord. Voilà. Bon, et tu en penses quoi, Fanny, alors? Écoute, Galaxy on Fire, 5,99€ sur l'App Store. rendez-moi ma manette quand même. Rendez-moi ma manette, donc tu as un peu de mal en clair. Non, ça va, mais C'est avec le gyroscope, l'accéléromètre? Là, c'est avec le gyroscope, c'est super beau, gold. mais faut bien être honnête, l'interface et l'utilisation, c'est vraiment pas fait pour être dans le gyroscope. Après, attention Olivier, il faut parler des prix. Ouais. Quand on la compare à une console de jeux classique, je vous rappelle que les prix des jeux sur les consoles de jeux classiques, ça va de, on va dire, 10€ pour les petits jeux, mais vraiment les petits jeux, et tous les blockbusters, ils se retrouvent aux alentours de 50-60€. Ouais. Là, on est dans un modèle économique où certains jeux sont accessibles gratuitement avec des options payantes si jamais on veut approfondir La majorité des l'expérience jeux, ou jouer tout simplement plus longtemps. Et vous avez des jeux qui vont être des blockbusters. On peut dire que Sport, pour l'instant, c'est l'un des blockbusters au lancement de l'Apple TV. C'est un jeu exclusif qu'on retrouve que sur l'Apple TV. Et aujourd'hui, il est pas cher. Genre, on va avoir des jeux entre 5 et 10€, et même beaucoup entre 2 et 3€. C'est quand même une expérience de jeu à moindre prix. Est-ce que c'est pas ça finalement la martingale d'Apple, Guillaume? Des inconvénients. Au sens où on sait que les fabricants de consoles gagnent de l'argent sur les jeux vidéo et ils n'en gagnent pas sur le matériel. Là, Apple fait tout le contraire. D'après les projections, a priori, le marché des jeux vidéo mobiles devrait dépasser le marché des consoles et des PC. Donc si je comprends bien, l'avenir des jeux vidéo, c'est le casual gaming à vous écouter. Donc Apple a plutôt choisi le bon cap. Ça, c'est sûr.
Apple a plutôt On a choisi... dit le jeu mobile, on n'a pas dit le casual gaming. Bah, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est Non. pas la même chose? Parce que c'est le point d'entrée, mais après vous avez des expériences de jeu qui sont plus ou moins assidues. Moi j'ai mon petit cousin, et moi-même malheureusement, on est un peu accro à Clash of Clans. Je peux vous dire que Clash of Clans, une fois que vous avez joué pendant 6 mois non-stop en vous connectant 3 fois par jour, là on est dans le hardcore gamer. Ouais. Oui, il y a différents niveaux de casual Le gaming. hardcore gamer de Candy Crush. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. T'as raison. Quand tu passes plus de 10, 20, 30 ou 100 heures sur un jeu, tu es un hardcore gamer. Il y a des... C'est vrai. Ils ne le reconnaissent pas, mais ce sont des hardcore gamers. Alors, Julien et Guillaume le précisaient, donc Activision Blizzard vient de racheter, l'a annoncé récemment, le rachat de King Entertainment, l'éditeur de Candy Crush, pour près de 6 milliards de dollars. Je vous rappelle que Vivendi a vendu Activision Blizzard près de 8 milliards, donc c'est vraiment une très grosse somme, hein. C'est presque la valeur d'Activision en acquisition. Ça montre bien qu'il y a un intérêt fort sur le jeu mobile, et que, encore une fois, la stratégie d'Apple de vous amener à jouer du mobile à la télé, on va voir s'ils vont y réussir. Il y a d'autres acteurs importants qui ont aussi opéré ce virage. On pense à Electronic Arts qui a racheté PopCap Games, enfin l'éditeur de Plants vs Zombies. Il y a, on sait, Ubisoft et Gameloft qui travaillent main dans la main, et qui est sous la convoitise du Vivendi aujourd'hui. Donc on s'aperçoit que, tu disais justement Guillaume, que le casual gaming et au-delà le jeu mobile intéresse beaucoup de monde, et l'enjeu c'est qu'à terme il pourrait concerner beaucoup plus de clients potentiels que les purs passionnés de jeux vidéo que nous sommes plus ou moins tous. Fanny, tu avais une réaction par rapport à ça? Je pense que c'est déjà le cas. Il y a plus de joueurs, je pense, sur du jeu mobile que sur de la console. Mais après, je pense que le rachat, ce qu'on ne dit pas souvent sur le rachat de King, Ouais. c'est surtout le fameux algorithme de Candy Crush et qu'il y a dans les jeux de chez King, qui fait que les niveaux sont faits pour être addictifs et te ramener à jouer et à revenir jouer, même quand ça commence à devenir dur. Si on voit que tu viens pas 3 ou 4 jours, l'algorithme recalcule et te redonne un niveau un peu plus facile et fait que tu reviens systématiquement au jeu et que tu es ancré dans le jeu. Et c'est la force de King, et c'est ça qui a été racheté par... C'est le modèle du freemium, c'est-à-dire voilà. réussir C'est de l'addiction, ça a été pensé pour faire des cours, des cycles de récompenses, des rédactions. Et ça vaut 6 milliards de dollars. Des actions très courtes. Oui, Et de jouer parce- sur la frustration aussi. parce qu'on n'est pas sur le jeu et la qualité du jeu. Par jour. Et pour aller au-delà de la frustration, soit tu sors le porte-monnaie, soit tu utilises la viralité en recommandant ton jeu à tes amis Facebook. Donc forcément, c'est gagnant pour l'éditeur dans tous les cas. Voilà, mais c'est vraiment pensé, Après, c'est ce calcul. La stratégie d'Activision Blizzard sur ce coup-là, c'est de se positionner en numéro 1 du jeu vidéo. Ils ont vu Ubisoft qui commençait à se rapprocher de Vivendi, donc pour eux, s'ils voient ça d'un mauvais œil, parce que forcément, ils sont numéro 1, ils veulent rester numéro 1 et ils sont dans un marché concurrentiel. Certes, le jeu mobile est un secteur d'avenir, mais après, il faut aller voir au-delà. Hein, c'est-à-dire, le rachat, il est stratégique avant tout. Mais même pour King, c'est intéressant aussi parce que le gros problème de tous les éditeurs de jeux mobiles, c'est d'arriver à faire un deuxième hit. Parce que voilà. Exact. Guillaume a raison. Guillaume a raison parce que je vous rappelle que les jeux mobiles, en général, bah oui, Rovio, ils surfent sur Angry Birds, mais ils n'ont jamais fait d'autres Il y a jamais eu de licences deuxième qui a cartonné. Et pareil, rappelez-vous de Zynga, Farmville sur Facebook. Exactement. sur Et d'ailleurs, et que ce soit Rovio ou Zynga, ils ont fait des licenciements l'été dernier, entre 1 tiers et 20% chacun. Donc il y a un vrai problème de pérennisation derrière de l'utilisation de tout ça. Et le fait que King s'allie justement aussi avec Activision, ils vont peut-être pouvoir utiliser les licences maison d'Activision, utiliser Call of Duty, Destiny ou Skylanders, mine de rien avec une mécanique de free-to-play. Ah, ça va peut-être pouvoir justement avoir ce deuxième hit. Rovio, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de faire leur premier hit, ils ont quand même, je crois que c'est 41 essais foireux avant de réussir à sortir Non, mais Angry attends. Birds. Rovio, 52 essais foireux. C'était ça, c'est 52. Donc tu vois, c'est énorme avant de réussir à trouver un jeu. Monsieur X, vous vouliez, je crois, nous parler de... Je crois que tu voulais nous parler de Nintendo, Monsieur X. Oui, je voulais juste te dire avant que j'étais d'accord avec Rodrigo, pour un produit qui n'est pas une console de jeu, ça fait quand même parler beaucoup les gamers, c'est agréable. Nintendo, bah non, mais c'est un fantasme, tu vois, déjà c'est pas raisonnable d'acheter l'Apple TV 4, alors penser à Nintendo sur l'Apple TV, c'est pas du tout raisonnable. Bon, Nintendo a annoncé un jeu qui est une vraie blague, hein, qui est en fait une petite fonction qu'on a sur... Il a annoncé, pour ceux qui n'ont pas suivi, un jeu sur iOS. Hein, quand il a annoncé un jeu, c'est Oui, sur iOS. Bon, on va se calmer. C'est pas vraiment un jeu en fait. C'est pas encore un jeu. On en est très 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 très. Le Mais je peux finir. Laissez finir Monsieur X. Pardon, allez-y. Alors, c'est Donc, quoi ce c'est un truc, jeu Monsieur sur X? iOS, je pense qu'il sera disponible sur Apple TV, Ouais. et qui permet simplement de créer son avatar, comme sur une console de salon Wii, et de le gérer et d'avoir des dialogues avec d'autres personnes qui ont un avatar Nintendo partout dans le monde. Donc c'est pas vraiment un jeu. En revanche, Nintendo a annoncé qu'ils avaient, je crois, 3 jeux dans leur manche.
Des jeux sur smartphone, 5. D'ici 2018, faut pas être pressé. Chut. Ouais, point Et a suivre précis, priori, il y ils sont en au a taquet là. quelques-uns qui devraient sortir rapidement. Ouais, très bien. Voilà. Alors, est-ce Maintenant, que- ce qu'on espère tous, évidemment, c'est un jour, parce qu'on aime les deux marques, et puis on pense que ce sera un carton, ça serait d'avoir une licence Mario même différente de celle qu'on a sur les Nintendo DS, sur l'Apple TV. Ça serait la merveille des merveilles, et ça serait, dans le casual gaming, une vraie révolution. Alors, je vais me tourner vers Guillaume. Et qui pourrait peut-être arriver. Ouais. C'est Mario Maker qui vient de sortir là, sur la Wii U, qui vous permet de créer vos propres niveaux, qui utilise justement intelligemment la surface tactile de la Wii U. Comme quoi, ça Donc, sert le tactile. pourrait Hein, tu vois. peut-être faire sens sur le tactile sur Apple, mais après il y a toujours le problème de jouer avec les manettes. Voilà. Alors, vous le disiez en préambule de cette émission, et Monsieur X l'a habilement remarqué, pour vous, c'est pas une console de jeu, mais on en discute beaucoup ce soir quand même, ça fait réagir. Quelque part, est-ce que la marque emblématique des jeux vidéo qui est en première ligne par rapport à Apple, par rapport au-delà de l'Apple TV, le jeu sur mobile, c'est pas Nintendo, le virage qu'ils tentent d'opérer, est-ce que quelque part Nintendo n'a pas intérêt à débarquer massivement sur iOS et sur Android, et au-delà sur l'Apple TV, voire pourquoi pas collaborer avec Apple? Est-ce que vous croyez qu'un Nintendo peut se rapprocher d'un Apple, voire être acheté par un Apple un jour? Alors, moi je pense que forcément Nintendo, là, ils sont en perte de vitesse avec la Wii U, qui n'a pas aussi bien marché que la Wii en termes de console de Elle n'a salon. pas du tout marché 3DS, par rapport à un la petit peu. Wii de salon, la Wii, on peut le dire. Elle n'a pas assez bien marché. Après, c'est une console qui reste vendue en France. Par exemple, en Ouais. France, je crois qu'elle est devant la Xbox One encore. Ah. Et derrière la PS4 dans la dernière génération de consoles. C'est pas dur. Hein. Après, je pense que pour rassurer les investisseurs, ils ont vu le succès de Puzzle and Dragon au Japon qui rapportait plus d'argent que Candy Crush chez nous en Europe. Ils ont vu qu'il y avait un secteur où on pouvait gagner de l'argent. Ils ont des licences fortes qui, demain, si elles se retrouvaient sur mobile, sur tablette, sur une Apple TV, elles feraient gagner de l'argent. Après, je vous rappelle qu'ils travaillent sur une nouvelle console qui s'appelle la NX, c'est le nom de code, et tous les fantasmes les plus fous parlent d'un console, une sorte de console hybride qui serait à la fois mobile et en même temps à la maison. Finalement, c'est l'alliance parfaite entre un smartphone et une Apple TV, c'est-à-dire on retrouverait à peu près les mêmes jeux. Finalement, sur Apple TV, vous allez trouver des jeux que vous avez aussi dans votre iPhone ou votre iPad. Vous pouvez commencer une partie, on va dire, dans le métro, la poursuivre derrière sur l'Apple TV. Ce serait un peu l'expérience qu'Apple pourrait proposer avec une sorte de gamepad mobile qui se connecterait à la télévision pour pouvoir poursuivre l'expérience avec un meilleur confort sur un grand écran. C'est peut-être ça, la NX, qui va être la concurrente directe de l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV réunis. Ouais, Guillaume, tu crois encore à ce scénario de maintenir Nintendo sur le créneau du hardware? Ou alors va-t-il se concentrer uniquement sur le software? On sait que son illustre concurrent japonais, à savoir Sega, avait opéré ce virage il y a quelques années déjà. Oui, enfin avec les deux mains dans le dos parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix pour le Oui. coup. Non, je ne crois pas que Nintendo arrête tout de suite le hardware. Et c'est dans leur ADN de continuer comme ça. Et c'est vrai que la NX paraît très intrigante et elle va sortir beaucoup. C'est le fan plus qui prévu, parle en vu toi. les chiffres assez décevants de la Wii U. Donc de fait, oui, c'est très intriguant. Mais je pense pas qu'on ait un jour un Mario sur iOS, soyons très clairs là-dessus. Voilà. En tout cas, ce sera pas la même chose, ce sera pas la même expérience. Donc de fait, croire que les licences Nintendo vont débarquer sur mobile, c'est pas. Je pense pas que ça arrive parce que de toute façon, il y aura pas le même ressenti, le même gameplay. Ce n'est pas possible. Voilà, très clairement, ce n'est pas possible. Et si Nintendo n'arrive pas à délivrer la même expérience qui est très contrôlée, on s'en rend pas compte, mais un Mario, c'est très 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 crafté au pixel près, quoi. Donc ce n'est pas possible de rendre la même expérience. Guillaume, ça me rappelle quand j'étais chez Apple. Ouais. Et quand les DJ spécialistes de la musique me balançaient les iPods première génération à la tronche en disant que c'est de la merde. On était en train de casser la musique, sa qualité, sa pureté, le travail des avez cassé la Nintendo. De faire un Mario qui marche sur les smartphones, ça marchera. Voilà. Bon. C'est qu'une question, à mon avis, de stratégie et de gros sous. Bon, l'avenir nous le dira. Dernier point ce soir pour conclure et faire le tour complet de la Moi, Apple j'aime TV. beaucoup Monsieur X. Il est toujours d'accord avec moi. Pour conclure sur l'Apple TV 4, si vous êtes d'accord, le dernier élément qu'on n'a pas abordé, c'est le prix, 179 € et 249, voire 239 € en fonction des versions 32 64 Go.
C'est cher pour une solution multimédia, une platine multimédia à la maison, même si elle fait un peu console de jeu. Le concurrent direct aux États-Unis, Roku, regardez, je l'ai ici, il commence à partir de 59 € jusqu'à 120 €. Il fait à peu près la même chose sans le jeu vidéo. Certes, l'interface utilisateur n'est pas aussi évoluée. Certes, il n'y a pas l'interface tactile, mais bon, ça coûte quand même très cher, du moins en France. On a vu Google lancer le Nexus Player aux États-Unis. Et pour l'instant, Rodrigo, je vais chercher mes Yoshi, je reviens. Ah, ça y est, c'est la guerre. Voilà, on sait qu'il y a des Chromecast pas très chers, il y a que l'Amazon Fire qui pointe son nez. Et puis surtout en France, il y a le phénomène des box ADSL qui propose, on l'a dit tout à l'heure en préambule, peu ou prou, les principales fonctions de l'Apple TV. Est-ce que vous croyez, oui ou non, que Apple, quelque part, a taillé son produit plus pour les États-Unis que pour la France? On va peut-être poser la question à Rodrigo. Est-ce qu'il y a vraiment une place pour l'Apple TV en France face au box ADSL? Rodrigo. On a perdu Monsieur X. Non, mais ils sont tous en train d'aller chercher leur Yoshi. C'est Nintendo Power, regarde. Rodrigo, est-ce qu'il y a de la place pour l'Apple TV en France? Est-ce que tu crois que, entre d'un côté les consoles de jeux qui sont bien vendues et le multimédia, l'interactivité qu'offrent aujourd'hui les box ADSL qui n'existent pas aux États-Unis, Apple n'a pas de créneau en France pour se développer sur ce créneau-là de la télé? Rodrigo. Ça va être difficile pour Apple en France, parce que la proposition de valeur supplémentaire qu'apporte une Apple TV n'est pas énorme face à ce que propose par exemple une Freebox. Une Freebox, Les autres, elles sont moins bien. Mais la Freebox, c'est l'interface qui propose plein de trucs. Alors, il n'y a pas Netflix, mais Netflix est disponible sur le PC que tu peux balancer. Tu l'as chez Bouygues, ça marche très bien. C'est pas obligé d'aller chez Free. Voilà. Tu l'as chez Free. Tu vas chez Bouygues, il y a Netflix. En effet, Bouygues-Tel. À part être un fan de la simplicité de l'Apple TV et un petit peu de son univers et son design, tu as aujourd'hui avec un 30 € un Chromecast et avec ta box quasiment la superficie en perception de ce que peut proposer l'Apple TV. Et au-delà, on peut même se poser la question si Apple n'a pas fait le même constat que toi, Rodrigo, parce que si tu vas, par exemple, à l'Apple Store de l'Opéra, où nous avons acheté cette magnifique Apple TV 4, tu cherches l'Apple TV, la démo, elle n'y est pas, elle est en rayon, dans des cartons. Et c'est sûr que pour vendre une Apple TV, si tu ne fais pas un minimum de démo, comme on a essayé de vous faire ce soir pour vous montrer éventuellement les usages qu'on peut en faire, je souhaite bien du plaisir à Apple pour écouler leur stock, mais écoutez, on n'a pas la science infuse, on verra dans les mois qui viennent si Apple fait un carton. Et puis surtout, tu vois, si les grandes chaînes de télé vont adopter l'Apple TV, on pense notamment à Canal ou encore à TF1. Je suis pas sûr que TF1 arrive en application. Ouais, je suis pas sûr non plus, et ma Canal non plus, je suis pas sûr du tout même, d'après ce qu'on me dit. En fait, je vous explique, le principe, c'est être présent sur les smartphones et tablettes. Pour eux, c'est hyper important parce que sinon, s'ils n'y sont pas, ça paraît illogique. Par contre, je vous rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, les audiences replay pendant 7 jours sur les box internet, c'est comptabilisé dans les audiences, au même titre que les audiences télé qui reçoivent tous les jours. Demain, s'ils mettent les émissions sur l'Apple TV, donc ça va monopoliser du temps de la télé. Ce sera pas dans leur sera pas comptabilisé dans les audiences. C'est pas rentable. Pas la même modélisation derrière au niveau de la publicité et des revenus. Oui, mais au-delà, encore une fois, on l'a dit, le fait que ces chaînes soient présentes sur les box, elles reçoivent de l'argent pour ça. On va voir si Apple est prêt à ouvrir les manettes et à ouvrir un petit peu son portefeuille pour inciter les chaînes françaises à le faire. Sinon, ils auront beaucoup de mal à se développer. Quant aux jeux vidéo, on aura l'occasion de revenir sur le créneau des jeux vidéo avec Fanny, avec Guillaume, avec Julien, j'y suis arrivé, pardon Julien, et essayer de refaire un point quand vraiment l'Apple Store sera développé. Aujourd'hui, on est au tout début de lancement, donc il n'y a pas énormément de titres. Il est assez difficile, très honnêtement, d'acheter des applications parce que tout est concentré sur la page d'accueil, donc il faut utiliser le moteur de recherche et connaître le nom de l'application pour la retrouver. Donc quand il y aura un classement, quand il y aura vraiment les outils qu'on utilise au quotidien pour iOS ou même pour le Mac, ce sera quand même plus facile. Donc on aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. En attendant, je vous propose de passer au coup de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Julien Telliot. Julien, quel est ton coup de cœur ce soir? Alors, comme vous le savez, moi je joue énormément sur smartphone et tablette. C'est pas vrai. Et là, il y a un jeu qui sortira pas longtemps, c'est Tu joues pas sur console de salon? Je joue aussi beaucoup sur smartphone et tablette, aux toilettes la plupart du temps. Non, je veux pas le savoir, pas de détails. Merci Julien.
Et Luminosity, c'est un jeu super beau visuellement parce que l'univers est fait en papier. Là, vous voyez les images. C'est un jeu de réflexion avec plein de puzzles. C'est hyper agréable à jouer, même si certaines énigmes sont hyper difficiles. C'est ça aussi la magie des smartphones et tablettes, c'est que ce jeu-là, il était sorti sur PC il y a quelques temps. Il n'a pas forcément explosé. Et là, il arrive sur l'App Store et bam, direct, il est dans le top et tout le monde peut l'acheter, alors qu'au final, il coûte 5 balles, je crois. Donc, c'est quand même assez élevé pour l'App Store. Et je vous invite à jouer parce que c'est beau, c'est agréable à jouer, on se creuse la tête. Et voilà, c'est un très beau jeu. Ouais. Ouais, merci, tu m'as fait dépenser des sous. Voilà. Et donc ça, c'est quoi? C'est du casual gaming Non, sur il y a Clash of Clans si tu veux. C'est du casual gaming, ça, ou concrètement, ou c'est un jeu? Alors, c'est une bonne question que tu poses. Mais pour moi, c'est un jeu à part entière, voilà. Bon. C'est un faux débat, casual ou pas casual. C'est juste le temps que tu passes dessus, l'implication que tu y mets dedans. Après, voilà, c'est tout. Tu peux jouer casualement à des jeux dits hardcore gamer. Donc, En tout cas, c'est bien pensé pour l'écran tactile parce que c'est hyper agréable à jouer, c'est facile à jouer. Par contre, attention, il faut vraiment se creuser la tête. Moi, j'ai galéré sur plein d'énigmes. Tu es resté des heures aux toilettes, c'est tout un programme. Ah bah, j'ai plein d'anecdotes sur ça à te raconter, mais Non, je vais pas On parler. dira ça après l'émission, après le générique, tu nous raconterais tout ça. Monsieur X, de votre côté, quel est votre coup de cœur ce soir? Il y en a deux, je crois. Oui, Olivier, j'en ai deux. Alors, un premier, c'est une application pour iPhone d'un éditeur français qu'on connaît déjà qui s'appelle Stupéflix et qui a fait une application qui s'appelle Wiggle, W-I-G-G-L. Alors, c'est plutôt pour les Qu'est-ce que c'est? Les miennes, en tous les cas. Bah, c'est un selfie vidéo. En fait, ça vous permet de faire votre petit clip et puis de le partager avec vos copains ou vos copines. C'est très, très rigolo à faire. Un selfie C'est vidéo. vraiment pas du jeu, mais c'est du fun qui se fait en 5 minutes. Vous créez votre petit clip, voilà, et vous le partagez, à essayer de toute urgence. Donc c'est pour faire un Et clip puis, vidéo. deuxième coup. Monsieur X, pour comprendre, c'est pour faire un clip vidéo en selfie. Hein. C'est pas pour faire une vidéo selfie, c'est pour faire un clip vidéo Absolument. dansé, chanté en selfie. Hein. C'est bien ça. Absolument. Et c'est Ouais. assez original. Ouais. C'est comme si tu te filmais devant ta vraie C'est quoi le console nom de jeu. Ça s'appelle Wiggle. W-I-G-G-E-L-E. Voilà. Je télécharge. Autre coup de cœur, Monsieur X. Et puis, ben alors, mon deuxième coup de cœur, là, je vais faire mon intéressant. Ben, tu sais qu'un des deux arts martiaux que je fais, c'est du katana japonais, là. Et les Japonais sont des dingues, ça, on le sait. Et il y a une société de robots japonaises. Alors, retenez bien son nom, qui s'appelle Yaskawa, qui travaille avec des robots d'assemblage, notamment pour les chaînes de voitures, qui s'appellent les Motoman. Et ils ont programmé ce robot pour aller faire du katana, entre guillemets, contre un des plus grands sensei japonais actuels en katana, qui s'appelle Isao Mashii. Et ils ont fait un match comme ça, ils ont filmé le Motoman contre le sensei japonais. C'est absolument sublime, il n'y a pas de bande-son, il n'y a pas de commentaires. 2-3 textes, allez voir cette vidéo sur YouTube. Les Japonais étaient fous avec les arts martiaux, ils sont fous avec la robotique et le mariage des deux est absolument génial. De toute beauté, Monsieur X. Guillaume, de ton côté, quel est ton coup de cœur ce soir? Oh, sans surprise. on va rester dans la toute beauté aussi. Et c'est un jeu qui est cher à une saga, en tout cas qui est cher à mon cœur. Ouais. C'était Assassin's Creed, le tout dernier épisode qui vient de sortir, qui s'appelle Assassin's Creed Syndicate, qui se passe à Londres pendant l'époque victorienne. Et c'est un jeu qu'on ne pourra jamais trouver sur mobile parce que vraiment la reconstruction de la ville est extraordinaire. Déjà l'année dernière à Paris, c'était à se crever les yeux tellement c'était beau. On va encore plus loin, les bugs en moins en plus, donc là c'est pas encore mieux. Après, c'est une série qui sort tous les ans. Les mécaniques sont assez identiques, il faut bien l'avouer. Il serait peut-être temps de réfléchir peut-être à une refonte un peu plus en profondeur de certaines mécaniques de jeu, mais je me suis quand même surpris à jouer 6 heures d'affilée, à me coucher très tard. Des choses très intéressantes à faire. Tu as eu le temps de te rendre compte, Notamment en tout cas. dans les quêtes annexes qui sont vraiment très très intéressantes où on croise les personnages qui existent à l'époque, hein, de Karl Marx à c'est pas Dickens, c'est l'autre. Ça va me revenir, voilà. Enfin, tous les personnages qui étaient allemands dans cette époque. Il a juste fait l'ouvrage de référence, hein, Guillaume, sur Assassin's Creed. Il faut juste le rappeler. Mais Il a écrit quelques livres sur Il a Assassin's juste fait Creed, l'ouvrage de Guillaume. référence sur Assassin's Creed. J'ai écrit, oui, j'ai commis un livre de 400 pages, voilà. Voilà, donc il peut Et t'as tenir pas l'antenne. honte de tuer des gens. Merci Guillaume. Alors Fanny, quel est ton coup de cœur ce soir? Eh ben, écoute-moi, mon coup de cœur ce soir, c'est la Paris Games Week parce que Qui a fermé ses portes. qui a fermé ses
ses portes le week-end dernier, dimanche soir, et qui a quand même accueilli 307 000 visiteurs, record battu, des gens qui ont payé pour venir, pour faire la queue, pour voir des jeux vidéo, mais aussi pour rencontrer une ambiance de folie. Alors c'est le salon des jeux vidéo, c'est aussi le salon des youtubeurs. On a pu voir plein de youtubeurs. C'est devenu des stars. Hein. Il y a des gars, ils ont quand même 1 million de viewers par semaine. Donc imagine. On est loin de ce chiffre. On est loin de ce chiffre. Mais voilà, c'était dans une ambiance de folie. Les gens sont vraiment autour de cette passion et on se rend vraiment compte que le jeu vidéo, c'est plus un truc de jeunes. C'est vraiment toute la famille qui joue sur différents types de jeux. Mais on les retrouve ensemble sur les bornes d'arcade. Et voilà, c'est vraiment... c'était beau à voir, c'était crevant parce que j'y ai passé les 6 jours, y compris le montage et démontage. Mais ça fait vraiment plaisir à voir et de voir cette industrie qui est devenue la 2e industrie en France de loisirs. Oui, ça fait plaisir. Et pour info, oui, Julien. Et pour info, il y avait l'Apple TV en avant-première là-bas avec des développeurs français dans le coin Made in France avec les développeurs de Pleine Panique. Ouais. D'accord. C'était bien caché, mais oui. J'ai testé l'Apple TV là-bas, moi. Ouais, moi j'étais coincé à la maternité, donc je n'ai pas pu y aller. Mais bon, c'est pas grave. Chacun ses problèmes. Oui, mais au-delà, c'est agréable de voir qu'il peut y avoir des événements high-tech, des événements dans la planète des jeux vidéo d'envergure en France, et de ne pas être obligé d'aller toujours aux États-Unis, à Las Vegas ou à Los Angeles pour ouvrir ces moments-là. Et notamment, il y avait un bel événement de Sony, d'après ce que j'ai compris, et c'était plutôt sympa. De mon côté, c'est plus terre à terre, mais c'est très, très indispensable. Quel est l'outil indispensable de tout l'utilisateur d'iPhone ou d'iPad? C'est simplement un câble Lightning, et celui qui est livré dans la boîte, c'est tout sauf de la qualité. Chez Apple, il va falloir me revoir ça, c'est de la cochonnerie. Alors, on me demande souvent quelle solution adopter. Il y en a plein, moins cher que celle d'Apple. Celle-ci n'est pas forcément moins chère, mais elle est très originale dans la mesure où ce connecteur ici, si je branche mon iPhone, mais je vais essayer de vous montrer, mais avec la lumière qui est ici, ce ne sera pas forcément évident. Il y a une petite LED, lorsqu'il est en charge, le connecteur est en rouge, lorsqu'il est chargé, il est en vert. Donc, vous n'avez pas besoin d'allumer l'iPhone pour savoir s'il est chargé ou pas. J'essaie de vous montrer, mais malheureusement, il y a trop de lumière, je ne pense pas que vous pourriez le voir. C'est Extreme Mac qui fait ça, et là vous ne verrez pas, mais c'est du rouge. Il faudrait descendre, on a tellement de spots ici chez Dailymotion que vous ne pouvez pas forcément le voir. Et puis ce qui est agréable, c'est que le câble il est long, contrairement à celui d'Apple, il est plat, il ne s'arrachera pas et il coûte 30 €, quelques euros de plus seulement que celui d'Apple. C'est Extreme Mac qui fait ça. Ça s'appelle le Flat LED LT Cable Extreme Mac. L'autre câble, toujours chez Extreme Mac, on l'a trouvé original. Que vous ayez un iPhone ou que vous ayez un Android, que vous ayez comme Fanny qui est sur la table, une batterie à charger et qui n'a pas forcément un câble Lightning, mais un câble micro USB, vous n'avez pas besoin de 2 câbles avec ce câble-là qui adopte les 2 connecteurs. Tout simplement, s'adopte l'un sur l'autre, c'est tout bête, il fallait y penser. Et une nouvelle fois, le câble est de qualité, il est plat, il s'enroule facilement, il ne fait pas de nœud. Ça s'appelle l'Universal Flat Cable, c'est Extreme Mac qui fait ça et ça coûte autour des 30 €. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 206e numéro d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine dans cette émission Fanny et très prochainement dans une Fanny's Party. Alors oui, dans une Fanny's Party le 24 novembre au Hard Rock Café. C'est celle de Noël, c'est celle où on échange tous les cadeaux et il y a plein de beaux partenaires. Donc on va avoir de très beaux cadeaux de Noël. J'essaierai d'amener plein de câbles d'iPhone. Et on retrouve chaque semaine, on espère, la semaine prochaine dans de meilleures conditions. Est-ce qu'il est un peu malade, Rodrigo, tu reviens la semaine prochaine plus en forme, j'espère. Avec la fibre, une condition un peu plus... Tu vas la voir, la fibre, la semaine prochaine? Écoute, j'ai 2 nouvelles pour toi que je n'ai pas pu caser avant. Ouais. Mais j'aime le silence. Il paraît que Orange est intervenu dans mon immeuble 3 fois déjà. Ils ont du mal à trouver l'entrée. Ouais, bon, on va y arriver. La fibre est en chemin, mais on ne sait pas par où. D'accord. Bon, c'est un progrès. Déjà, ils ont trouvé l'immeuble. C'est une bonne nouvelle quand même. Ouais. On va avoir de la bonne qualité, Inch'Allah. Ouais. Si on connaissait des gens chez Orange qui pouvaient faire accélérer le processus, ça serait bien. Bien, si vous nous regardez du côté de chez Orange, aidez. Et pour le reste, tu me trouves très régulièrement dans le train vers Luxembourg. Et avec les valises. Vu que je suis associé à un fonds d'investissement à Luxembourg et que mes 3 associés habitent à Luxembourg. Et donc voilà. Il va être très riche bientôt. Ah bah écoute, très bien. Et pour les belles langues françaises, je reste parfaitement résident fiscal français. Ouais, j'espère que tu vas sponsoriser On refait le Mac, du coup, c'est tout ce que j'espère. Monsieur X, vous le retrouvez toujours en France et toujours sur On refait le Mac chaque semaine, alias True Mr. X. Merci, Monsieur X. Regarde, Olivier, Oui. ceci est un iPhone 6 Plus, Ouais. 6S Plus. C'est toi qui as acheté ça. Ceci est Luigi de Mario Kart. Oui. Luigi réclame Mario sur Apple TV. Voilà, ça sent bien. Et là, il a raillé son écran.
Merci Monsieur X. Guillaume, vous le retrouvez chaque semaine, bien sûr, dans plein écran, aux côtés de Cédric, mais également sur Altieri très régulièrement. Quel est le programme du prochain plein écran, Guillaume? Oui, des startups à Tokyo, que nous sommes allés voir, des startups françaises, et tout très intéressant. Et sinon, vous pouvez aussi me lire dans le magazine The Game, voilà, où j'écris très régulièrement. Alors, Et sinon, j'ai sorti mon Yoshi aussi, parce que c'est quand même c'est quand même le symbole de l'alliance entre le casual et le hardcore gamer, parce que tout le monde peut y jouer, mais on peut y jouer très profondément. Donc, comme quoi, on peut tout faire. Voilà, c'est mignon tout plein. Pour dire, il l'aime Yoshi. Hein. Et quant à Julien, vous le retrouvez tous les jours. J'en ai 12 des Yoshi. Et quant à Julien, vous le retrouvez tous les jours sur Game One et également sur Fun Radio. Hein. C'est bien ça, Julien? Exactement, ouais. Game One avec l'émission Team Game One et Fun Radio avec ma rubrique Fun Games tous les jours où je parle de jeux vidéo. Alors on parle des jeux PC, Mac, console, Mac, non, sans déconner. smartphone, tablette. Et Non. maintenant, on va commencer à parler. Quand il y a des sorties Mac, on les annonce. Ouais. Et maintenant, on va commencer à parler des jeux Apple TV. On va commencer à les tester dans Team Game One et sur Fun Games. Eh bien, écoute, tu reviendras nous parler de l'Apple TV dans quelques mois lorsque, on espère pour Apple du moins, la mayonnaise aura pris. C'est pas encore gagné. Quant à nous, si vous êtes d'accord, on se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir.